Impro Blabla. Discussion et échange autour de l'impro, la vie et tout ce qu'il y a entre les deux. Et bonjour tout le monde, bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode d'Impro Blabla. Aujourd'hui, on va discuter d'improvisation comme à l'habitude, mais également d'estime de soi et de confiance en la présence de deux invités qui sont situés en ce moment à Paris même. Elles ont formé la structure Le Pas de Côté en la présence de Barbara Ludin et Elsa Michel. Alors bonjour à vous deux, ça va bien? Super, et toi Armand? Ouais, je vais très très bien, très contente d'être là. Merci beaucoup d'être là. Donc rapidement pour vous présenter, vous êtes deux improvisatrices. Barbara, tu joues à la troupe Sans Nom et Elsa, on a pu te voir notamment dans la troupe des Brassailles et Fines Herbes. Bravo pour la qualité de ce nom de troupe. Merci. La troupe Sans Nom aussi au final. Ouais, c'est original. Hein. C'est bien trouvé. On s'était rencontrés, Elsa et Barbara, je crois que c'était en 2016 ou 2017. Ça fait un petit bout quand même à Paris. À l'époque, moi-même, je commençais un petit peu mes démarches professionnelles. Je commençais un petit peu à m'intéresser. Je voyais les outils que pouvait nous fournir l'improvisation en termes de coaching et un petit peu de développement personnel. Et j'ai été tombé sur votre duo, sur votre structure, qui à l'époque s'appelait Mon Impro du Dimanche, si je ne me trompe pas. Tout à fait. On avait une passionnante discussion à l'époque et on a fait chacun nos routes depuis, on a tracé nos chemins. Et je voulais revenir un petit peu sur votre parcours et également sur vous-même, les ateliers, les structures, les coachings que vous avez pu développer à travers votre pratique de l'improvisation, mais également de votre pratique du coaching en tant que tel. Rapidement, je voudrais commencer une première question. Vous, quelle a été votre démarche professionnelle parallèlement à l'impro? Qu'est-ce qui vous a amené à faire ce que vous faites aujourd'hui? Quand on s'est rencontrés avec toi, Armand, en fait, nous, on donnait des ateliers une fois toutes les 2 semaines, voire une fois tous les mois, je ne sais plus, où on essayait de relier des thèmes de développement personnel avec l'improvisation théâtrale. Donc, notamment le rapport à l'échec, la place dans le groupe, le fait d'oser. Et ces ateliers-là, ça a été le début d'une grande aventure avec Barbara sur notre rapport avec l'impro. On a lancé énormément de choses depuis quand même, il y a eu pas mal de changements. On s'est formés toutes les deux au coaching, qui a été aussi une discipline, un chapeau en plus, une casquette en plus dans notre travail. Et aujourd'hui, on ne fait plus d'ateliers pour les particuliers, sauf dans le cadre d'un partenariat avec une coach en estime de soi. On fait essentiellement des ateliers avec des entreprises, des associations et des écoles supérieures. Et on accompagne des thèmes complètement différents. Après ça, on peut peut-être en parler un peu plus en détail tout à l'heure. Quand vous avez commencé à faire de l'improvisation, est-ce que c'est ça qui vous a mené vers vos objectifs professionnels? Vous saviez déjà que vous vouliez faire ces activités-là? C'est différent pour toutes les deux en tout cas, mais pour ma part, moi j'étais pharmacienne avant et pendant mes études en Erasmus, je suis partie à Séville découvrir l'improvisation théâtrale. Et ça m'a permis de me rendre compte que j'avais eu le droit de me tromper et de changer de voix. Donc c'était une belle découverte comme discipline qui m'a appris ce rapport à l'adaptation et au changement. Et du coup, après ça a mis du temps, hein, on arrivait jusqu'à où on en est aujourd'hui, ça a mis quasiment 7 ans, donc une transition professionnelle est longue, peut-être même permanente, je crois. Mais à l'époque, je me souviens que je rêvais de pouvoir le faire, mais j'imaginais pas quand même pouvoir le faire au moment où j'ai commencé l'impro. C'était quand même un peu jeune là, pour le coup. Mais je rêvais de pouvoir utiliser l'impro pour des sujets notamment de ce qu'on fait aujourd'hui, mais en tout cas sur les transitions pro et sur le développement personnel. Moi, pour ma part, j'ai commencé à faire de l'impro quand j'étais ado, donc je t'avoue que ma vie professionnelle, c'était pas trop mon délire. Donc c'est vraiment quand j'étais en école de commerce que là, j'ai monté une troupe d'impro et que j'ai fait un mémoire sur l'improvisation en entreprise,
où je pense qu'il y avait quand même une volonté qui était déjà là d'utiliser cette formidable discipline pour apprendre à communiquer autrement, surtout en groupe, ou de fonctionner différemment en groupe, parce que j'aime beaucoup les valeurs que porte l'impro. Et c'est en partie pour ça aussi que je suis partie de mon travail, parce que moi je travaillais dans un grand groupe de communication. Et c'est en partie pour ça que je suis partie de ce travail-là, c'est parce que l'environnement ne me convenait pas, l'environnement de l'entreprise traditionnelle et la manière dont on communiquait les uns avec les autres. Et je pense qu'à ce moment-là, il y a tout qui s'est relié et que j'ai eu envie de faire des formations avec l'improvisation théâtrale. Et le fait de vivre moi-même une transition professionnelle, de me rendre compte que finalement le parcours linéaire, ça n'existe plus et ça demande qu'on soit dans un mindset de changement qui n'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école. J'ai fait un lien aussi avec l'improvisation également. Donc les deux, on va dire les deux éléments de départ, c'était amener une meilleure communication au sein d'un groupe, créer un collectif, de l'entraide, et en même temps accompagner les transitions professionnelles, accompagner le changement, accompagner l'adaptabilité, l'écoute, tout ça par l'impro. Donc, si je comprends bien, au final, les apports professionnels que ça pouvait fournir, vous les avez décelés au fur et à mesure, de manière presque naturelle? Ouais, complètement, au fur et à mesure, ouais, complètement. Au fur et à mesure, après naturel, je pense que c'est un vrai entraînement quand même, à force déjà de pratiquer l'impro déjà, et puis deuxièmement, après d'aller de l'autre côté, du côté formateur, c'est aussi extrêmement formateur. Enfin, c'est très synonyme, mais voilà, pour moi, les deux casquettes sont très intéressantes, à la fois d'être comédien pour développer certaines postures, notamment celle qu'on vient de dire et beaucoup d'autres, et à la fois en tant que formateur qui est très, très riche aussi en enseignement. J'ai mentionné la notion d'estime de soi et de confiance en soi au début de cet épisode. En quoi ça se caractérise un manque de confiance, que ce soit à la vie ou sur scène, selon vous? J'adore cette question. C'est une excellente question. Moi, ça se caractérise de plein de manières, et en plus, on est tous très différents par rapport à notre rapport sur notre estime de soi. Spontanément, des choses qui me viennent, je pense que tu pourras compléter aussi, Elsa. C'est vraiment le fait d'être une des choses qui revient très très régulièrement, c'est quand même l'auto-jugement, que ça soit sur scène ou hors scène, et le fait d'être très dur avec soi-même, et de toujours se trouver pas assez bon, pas assez bien faire, ou carrément je suis nul, ou je suis idiot, ou j'aurais pu mieux faire. Ça, c'est des choses qu'on retrouve tout le temps et que nous-mêmes, moi-même, je parlais en mon nom, moi-même évidemment, je le fais aussi parfois, de moins en moins parce que ça se travaille, mais forcément, c'est un vrai sujet, moi, qui revient très régulièrement, celui-là. Et il se retrouve hors scène et dans la vie, même si la scène est un peu la vie. Le fait d'être dans l'auto-jugement sur scène, pour moi, ça fait qu'on est replié sur soi, on est centré sur soi, et du coup, on est plus centré dans le moment présent, on est plus centré sur l'autre. Et ce qui se dégage de ça, pour moi, c'est un manque d'ouverture. C'est un oui mais ou non, plutôt qu'un vrai oui et qui n'est pour moi, qui n'est pas quelque chose de malveillant en soi, c'est juste qu'il y a un stress, il y a une peur, il y a un auto-jugement qui fait qu'on n'arrive plus à être connecté à ce qui se passe. Du coup, on manque de confiance envers notre partenaire, on manque de confiance envers l'histoire, ou j'ai envie de dire même l'énergie créatrice de l'impro, qui est que les choses se découvrent au fur et à mesure, peut-être un peu dans le contrôle. C'est pour ça que, pour le coup, j'amène chacun à poser vraiment un regard bienveillant sur cette type de posture, parce que souvent, c'est pas malveillant en soi, c'est juste une peur et une crainte et un stress qui fait que on a du mal à être connecté à ce qui se passe. Et je te rejoins sur le côté inférieur, se sentir inférieur. Nous, on l'a beaucoup vu quand pendant 2 ans avec Barbara, on a lancé une école d'impro où on accompagnait des adultes en fait à s'initier à l'improvisation théâtrale. Et effectivement, il y avait vraiment cette comparaison qui se faisait naturellement entre eux, surtout pour les personnes qui sont hyper à l'aise dans le verbe, dans les mots. Et souvent, quand toi, t'es pas à l'aise dans les mots et dans le verbe, en fait, tu vas te dire, en fait, moi, je suis nulle. Comparé à lui, je sais pas créer une histoire, je suis pas à l'aise dans les mots. Et alors que concrètement, tu peux être bon aussi dans les émotions, tu peux être bon dans l'énergie, dans le fait d'amener de l'action.
Et en tout cas, quand on a fait cette école d'impro, pour nous, c'était important que les personnes se sentent en complémentarité les uns des autres, qu'ils puissent exprimer leur singularité et pas dans une comparaison qui n'est pas nutritive, on va dire. Et cet auto-jugement dont vous parlez, ça se caractérise comment parmi les professionnels avec qui vous travaillez, que ce soit justement dans leur quotidien ou dans leur travail? Alors après, ça dépend de qui on accompagne, mais par exemple, les personnes qui sont plutôt éloignées de l'emploi ou en réinsertion d'emploi, eux, ça se caractérise très souvent par je suis pas assez bon. Ils le disent, hein. Je suis pas assez bon, je vais pas y arriver, ou j'ai été nulle, je suis idiote. Enfin, rien qu'avec les mots déjà. Après, avec le corps, évidemment, ça se voit aussi. La posture est plutôt rentrée, mais bon, une posture renfermée ne veut pas toujours dire un manque d'estime de soi. C'est un peu plus complexe quand même que ça. Mais en tout cas, dans les mots qui sont utilisés, sont souvent des mots de jugement, mais que ça soit sur leur projet professionnel ou même quand ils sont en scène avec nous et qu'ils vont dire c'est difficile, ou quand il y a un jeu qui peut être difficile, ils vont toujours être là, je suis trop bête. Donc évidemment, nous on va retravailler ça après, mais ça c'est des trucs qui se voient très souvent, en tout cas dans le quotidien quand ils parlent de leur projet. Ils croient pas forcément en eux. Ou dans la scène, même un jeu très très simple de scène qui peut devenir un peu compliqué parce que les règles sont un peu plus difficiles, et du coup là on va l'entendre par les mots ou par le corps un petit peu aussi. Oui, et puis même déjà prendre la parole, quoi, dans un cercle, s'autoriser à prendre la parole. Nous, on a des rituels qu'on fait en début et en fin d'atelier, toujours les mêmes, notamment la météo des humeurs en début d'atelier pour comprendre un peu les ressentis des uns des autres. Et par exemple, au début d'une session, on peut avoir que des ça va, et au bout de 3 jours, on a des vraies émotions, entre guillemets, c'est-à-dire aujourd'hui, je me sens frustrée, aujourd'hui, je me sens très joyeux. En tout cas, il y a une authenticité qui se crée et ils prennent vraiment la parole plus facilement et de manière authentique qu'au début où je pense qu'ils sont un peu sur la défensive et la méfiance, ce qui est normal en même temps. Donc ça passe aussi par là aussi, la confiance dans le groupe et aussi la confiance dans leur propre capacité de pouvoir verbaliser ce qu'ils ressentent et ce qu'ils observent et ce qu'ils vivent. Donc, vous avez pu développer ces outils à travers vos expériences professionnelles, que ce soit personnelles ou même finalement collectives. Comment est-ce que l'impro s'est intégré là-dedans? Parce que vous vous êtes formé au coaching, vous avez fait une formation justement pour être certifié, ou je ne sais pas quel est le terme exact. Si, on est en cycle de certification, donc c'est le bon terme. Tout à fait. Comment est-ce que les outils de l'impro se sont intégrés dans cette démarche? Alors c'est l'inverse qui est arrivé, hein. C'est pas le coaching est arrivé après. L'impro est là depuis chez nous, bon, dans nos vies comme on a dit chacune, mais en termes de professionnel, il est depuis 5 ans. Et le coaching est là depuis 1 an chez nous, 1 an et demi ou à peu près. Donc le coaching est arrivé après dans notre parcours professionnel. C'est d'abord l'impro qui est venu en premier. Et du coup, tu peux répéter ta question, pardon? Ouais, ma question c'était comment est-ce que l'impro s'est intégré là-dedans, mais finalement comment est-ce que le coaching s'est intégré moi, je pense que la première chose qu'on a fait avec le coaching, c'est déjà mettre des mots sur ce que c'était que l'estime de soi. C'est comprendre quels sont les mécanismes de l'estime de soi et du coup, quels sont les moyens de la travailler et de le développer. Et de sortir d'un truc un peu nébuleux, inatteignable, qu'on a du mal à comprendre ou définir. Et déjà faire, nous, ce travail-là. Et ensuite, c'est de voir par les jeux d'improvisation théâtrale et par ce qu'on fait, qu'est-ce qui permet justement d'injecter de l'amour de soi, de l'image de soi et de la confiance en soi, qui sont pour le coup les 3 piliers de l'estime de soi. Exactement. Et après, ça s'imbrique en plus dans notre manière de reformuler et de répondre aux questions qui sont posées en groupe, en improvisation, pour toujours ramener la responsabilité sur l'autre. Et que lui-même ait ses propres réponses quand il pose des questions au moment des débriefs, puisque l'improvisation appliquée, ça se passe beaucoup pendant le débrief. Le débrief égale l'après-jeu ou l'après-scène. Et du coup, ça nous permet le coaching s'imbrique vraiment aussi là, en plus pour être plus précise et pour permettre à l'autre d'être plus précis aussi dans son questionnement et dans son objectif en fonction de là où il en est, bien évidemment. Oui, pour donner un exemple très concret, dans l'estime de soi, un des piliers, c'est l'amour de soi, le fait de se respecter, de s'aimer de manière inconditionnelle, quoi qu'il se passe.
Et du coup, là, pour le coup, l'une des manières de voir qu'on n'est pas dans l'amour de soi, c'est la manière dont on se parle à soi-même quand on fait des erreurs. Par exemple, je suis nulle, j'y arriverai jamais, il faut que je fasse mieux. On se donne des injonctions, on se parle mal. Et typiquement, nous, on les fait vivre un jeu d'échecs dans lequel forcément ils vont échouer. Et ensuite, on leur demande comment ils se sont sentis, qu'est-ce qu'ils observent sur leur manière de se parler, sur la manière de vivre ce jeu. Est-ce que c'est nutritif pour eux? Est-ce que c'est bon pour eux de se parler comme ça? Sinon, comment on peut se parler autrement? Et le jeu permet de faire émerger des prises de conscience en fait sur notre manière de voir l'échec. Et du coup, le coaching derrière permet d'avoir des outils très, très simples à utiliser pour pouvoir leur donner des moyens de travailler leur estime dans le temps. Parce que l'impro, pour le coup, elle est là comme un booster à un moment présent. Et le coaching permet d'installer dans le temps un peu aussi le travail sur l'estime. Est-ce que vous donnez des devoirs à faire à la maison à vos participants et vos participantes? C'est toujours eux qui se donnent leurs propres devoirs. Non, mais blague à part, oui, on demande toujours quelle est l'action de changement que tu te proposes par rapport à ton objectif suite à ce que tu as vécu en impro. Après, c'est eux qui choisissent leur action de changement par rapport à ce qu'on a vu, bien évidemment, puisque c'est lié à leur quotidien, c'est lié à eux, et eux-mêmes, en général, ont de meilleures réponses. Et par exemple, pour donner un dernier qu'on a eu la dernière fois, il y avait une des filles, on avait travaillé l'affirmation de soi, et donc comment se valoriser. Et une des filles pour son projet m'a dit bon bah je vais du coup mon petit pas ça va être de publier, parce qu'elle faisait des t-shirts imprimés, et elle a dit mon petit pas ça va être de publier mes t-shirts sur Instagram. Et moi je lui ai pas dit tu dois publier tes t-shirts, mais par contre c'est par rapport à ce que tu as vu aujourd'hui concrètement, qu'est-ce que tu vois pour continuer. Si je comprends bien, au final, il y a une grosse démarche de essai-erreur. On pratique, on essaye de faire ça dans des jeux. On essaye de mettre en exercice certaines je vais y arriver. Essai-erreur, t'es en train de le faire. Allez, Armand. Allez. Donc, il a cette phrase. Et à partir de la rétroaction qui permet de se donner ces objectifs à long terme au final, donc une sorte de levier. L'impro est là comme levier, l'accompagnement derrière se veut malgré tout quand même très concret. En tout cas le plus possible. Après c'est pas toujours évident, hein, mais en tout cas le plus possible. Ouais. Dans les formations que vous pouvez donner en entreprise, quels sont les plus grands thèmes qui reviennent le plus souvent? C'est-à-dire quand on vous approche, c'est pour traiter de quelles problématiques ou défis? Je pense qu'on vient surtout nous chercher parce qu'il y a le côté expérientiel. On est vraiment dans le faire, on est vraiment dans l'action. C'est en partie pour ça qu'on vient nous chercher. Hein. C'est pour les simulations en scène, pour l'aspect jeu. C'est ça qui donne envie à nos clients de travailler avec nous. Et dans les thématiques où on vient nous chercher en entreprise, c'est la prise de parole en public parce que voilà, c'est leur quotidien de devoir prendre la parole en public. Et l'autre thématique sur laquelle on travaille, c'est la communication interpersonnelle et notamment comment se donner des feedbacks en équipe, en entreprise. Hein, là, c'est. Okay. Est-ce que les outils que vous apportez sont très différents de ce qu'ils ont l'habitude de faire? Carrément. C'est sûr. Oui. On est des ovnis. Enfin, c'est grave. C'est vraiment, même, tu vois, là, parce que là, on parle de l'entreprise, mais on travaille aussi, par exemple, là, on va travailler sur un chantier d'insertion avec des personnes qui ont 10 mois d'accompagnement avant de rentrer dans une école d'aide-soignante. Et clairement, ce qu'on fait, tu vois, ça bouleverse le monde de la formation. Hein. Quand on voit ce qu'on fait, on a l'impression que, tu vois, on est là pour jouer, pour s'amuser, que c'est de la récré. Alors qu'en fait, il y a un vrai travail de fond derrière qui est fait. Il y a du développement de soft skills. Ça perturbe. Hein. Et ça perturbe autant les gens qui viennent nous chercher que ça perturbe effectivement les participants qui ne s'attendent pas toujours à
à voir ce qu'ils vont voir et qui viennent un peu avec la boule au ventre de passer un moment un peu désagréable où on les oblige à faire du théâtre, alors qu'au final, sincèrement, on a zéro échec à ce point-là. De ce point de vue-là, les gens sont très rapidement embarqués dans l'impro. L'impro est quand même un outil très universel, hein, facilement appropriable, et même si ça fait peur, honnêtement, tu as un bon formateur en face, c'est sûr que les personnes, elles s'embarquent, quoi. Donc vous avez rarement des résistances à ce niveau-là, que ce soit que dans vos groupes? Bah, les seules résistances, c'est au début, mais ça part très très vite, quoi. Ça part. Au pire, ça dure 15 minutes. Allez. Ouais, tu sais, mais pourquoi on fait ça? Est-ce que tu peux me prouver de manière très mathématique par A plus B que ça, ce qu'on est en train de faire, ça sert vraiment l'objectif de la formation? Tu vois, il y a un côté très cartésien en fait, hein, du truc. Tu vois, ils s'attendent à avoir une formation assise où voilà, on discute avec un PowerPoint et tout, et en fait, rien que le fait de se mettre debout en cercle, c'est déjà énorme, tu vois. C'est impressionnant, hein, comme on n'est pas du tout habitué par ce mode juste de communication. Et après, bon, il y a tous les aspects jeux, et les jeux dans le corps, c'est ce qu'il y a de plus extraordinaire, moi, je trouve, hein, vraiment. Parce que, en fait, à la limite, le verbe et la voix, enfin, les mots, c'est ce qu'on utilise le plus souvent, mais le corps, je sais que Barbara est très très bonne pour ça, pour faire des jeux en énergie. Et elle est très rapidement, elle, dans le corps, donc elle embarque tout le monde. Mais c'est très très drôle, tu vois, au début ils sont tout figés, tout j'ai pas envie, et au final à la fin ils y vont, quoi, et c'est trop bien. Ça vous est arrivé de commencer une formation sur un thème précis, finalement de changer de tout au tout, parce que vous voyez que l'enjeu est totalement différent? Je crois changer du tout au tout, carrément, non, je crois pas. Ça nous est déjà arrivé de se réadapter. Et ça nous est arrivé plutôt, par exemple, avec des groupes étudiants, où on s'est rendu compte qu'on n'était pas forcément sur le besoin exact de ce dont ils avaient besoin à ce moment-là, parce qu'on travaillait aussi leur, euh, leur choix de stage professionnel, et en fait, c'était beaucoup trop tôt pour eux. Et du coup, là, on l'a réadapté, mais un peu plus tard. Comme c'était sur 5 semaines qu'on les avait, on l'a réadapté un peu plus tard en le faisant différemment et en faisant beaucoup plus d'impro, du coup, puisqu'on avait mélangé un petit peu facilitation et impro. Et là, on s'était réadapté, en effet. Mais pas sur sur le moment, ça va être des réadaptations plutôt de jeux, de dynamique de groupe, de manière de scène. Je pense que c'est super important de se réadapter par rapport au public quand on le voit. Parce que, en fait, nous, avec Barbara, on tient quand même à bien comprendre le besoin avant d'arriver dans une presta. Par contre, on est tout à fait consciente, surtout quand c'est une prestation qui est longue, en fait, hein, quand c'est un accompagnement long. Pour nous, c'est très important de se réadapter au public en fonction de ce qu'on observe dans la dynamique de groupe et dans les problématiques individuelles. S'il y a beaucoup de problèmes, par exemple, si on se rend compte que c'est des gens qui se parlent très mal, qui sont dans l'auto-jugement, et enfin, voilà, qu'il y a un gros travail à faire là-dessus, on va plutôt insister sur des jeux autour de l'amour de soi. Si on se rend compte que c'est des gens qui s'apprécient, enfin, qui s'aiment tels qu'ils sont et qui sont bien dans leur peau, on va peut-être travailler un peu plus sur l'image de soi, sur la prise de parole. Donc voilà, c'est des besoins qu'on essaye de comprendre vraiment en amont, essayant de comprendre notre cible et à qui on va accompagner. Mais de toute manière, c'est comme une scène d'impro, en fait. On découvre les choses aussi au fur et à mesure, et c'est hyper important de se réadapter. J'ai suivi un petit peu vos dernières actualités. Vous avez bientôt un atelier Booste ta confiance par le coaching et l'impro qui arrive et qui est, je crois, destiné à un public, à des participantes féminines. Donc sur le sujet de l'empowerment féminin, on s'excuse d'avance pour cet anglicisme. D'après vous, quels sont les défis et enjeux actuels par rapport à cette thématique ? C'est très vaste comme question, mais c'est volontaire. En tout cas, tous les défis dont on a parlé tout à l'heure, ils se complètent totalement là-dedans, clairement. La spécificité pour les femmes, c'est que on est quand même dans une société avec des inégalités entre les hommes et les femmes. Qui vont plus ou moins se ressentir différemment. Et je dirais que l'enjeu féminin, c'est
Enfin, il y en a beaucoup, hein. Mais en tout cas, une des choses pour laquelle qui me vient, c'est vraiment cette notion de s'affirmer par rapport à l'autre, qui est particulièrement difficile chez les femmes et qui va se ressentir donc soit au travail, la difficulté de demander un salaire plus élevé que ce dont on mériterait, c'est pas le bon mot, mais en tout cas lié à ses compétences, je dirais. J'aime pas forcément le mot mérite. Mais voilà, en tout cas avec ses compétences, ça va être la difficulté à poser des limites et du coup avoir une vie débordée entre. Alors si on est maman, encore pire, mais donc une vie particulièrement sans limite ou dans lequel elle prendra plus soin d'elle et on peut arriver à éventuellement parfois à des burn-out. Donc je pense que en tout cas, ces deux sujets-là là, qui me viennent. Après, il y en a vraiment beaucoup, hein. Mais c'est un énorme sujet. De toute façon, l'estime de soi, c'est un énorme sujet. Donc voilà, mais je pense que pour les femmes, c'est peut-être une des particularités qui va. Ça veut pas dire que les hommes, ça sera pas le cas, hein. C'est juste que proportionnellement parlant, ça se voit plus chez les femmes euh, pour mille et une raisons sociétales et mille et une raisons. Ouais, ça me parle beaucoup. Ça me parle beaucoup ce que tu dis, Barbie. Ouais, effectivement, il y a quand même. Enfin, moi, je suis quand même optimiste qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être mises en place au niveau politique, légal et tout ça. Mais on est toutes et tous issus de la même éducation et on a toutes des mêmes croyances limitantes. Donc forcément, il y a un principe d'auto-sabotage quand même, un syndrome de l'imposteur. Effectivement, j'ose pas demander une rémunération, j'ose pas péter le plafond de verre aussi pour avoir des responsabilités dans les hautes sphères de l'entreprise. Et puis le côté vie pro, vie perso, mettre des limites, ouais, c'est vraiment ça, quoi. Je pense les deux trucs qui sortent le plus, je pense que c'est ça, c'est le syndrome de l'imposteur et l'auto-sabotage et le fait de vouloir être un peu, je sais pas, Wonder Woman, quoi. je veux être Wonder Woman à la maison, au boulot, dans mes associations, tatati tatata, et en fait je mets pas de limites et je m'épuise. Ces thématiques-là, est-ce que vous les abordez de manière frontale dans ce genre d'atelier? Frontale dans le... Dans le sens, est-ce que vous les mentionnez comme vous les mentionnez là, ou est-ce que vous le faites de manière plus inconsciente pour les participantes? Elle l'aborde de manière frontale elle-même. Parce que l'idée, tu vois, c'est ce que tu disais, Barbara, tout à l'heure, c'est d'avoir vraiment une posture coach. Donc, en fait, la narration, l'histoire, ce pourquoi on est là, c'est elle qui l'apporte. Nous, on est là pour apporter un cadre et une posture. Et du coup, dès le début, on leur fait un cercle où on discute. Tu vois, on discute, c'est quoi vos blocages, qu'est-ce qui vous amène ici. Et clairement, hein, c'est ce qui ressort. Et c'est pour ça qu'on fait un groupe que entre femmes, c'est aussi pour avoir ce lien du cœur et cette authenticité qui fait qu'on se sent plus à l'aise dans le fait de parler de ça et qu'on évite les comparaisons hasardeuses du style oui mais moi en tant qu'homme, tu vois, ou même s'il y a des groupes d'hommes tu vois qui existent et c'est bien aussi de dire oui mais moi en tant que femme, tu vois. Donc on a cet espace qui permet de faire ça et en fait elle l'aborde très très rapidement et très sincèrement par leur propre histoire, en fait. En effet, ça vient d'elle et que parfois, on va En fait, nous, quand... Frontal, c'est peut-être pas le mot, mais on va aussi partager nous-mêmes nos propres expériences parfois. Ça nous arrive, c'est pas toujours le cas, mais parfois, elle partage quelque chose, ça va nous toucher et dire, bah ouais, moi aussi, ça me touche et j'ai vécu ça. Ça va arriver parfois. Après, la majorité du temps, on a une posture coach ou facilitatrice et donc on va les faire parler, elles, entre elles et permettre de faire fluidifier le lien. Mais de temps en temps, c'est vrai que ça arrive que nous-mêmes, on va partager, mais plutôt pas en sachante, là, dans ce cas-là, plutôt en pair. Mais de façon que ça soit avec des femmes, avec nos groupes de femmes ou autres groupes, hein, on le fait aussi. Hein. C'est la même chose. Hein. On a la même posture là-dessus. Cette thématique-là, un petit transposée à la scène de l'impro, est-ce que c'est des défis ou des enjeux que vous avez retrouvés vous-même dans vos parcours d'improvisatrice? C'est intéressant parce que moi j'étais dans une troupe avec des mecs, donc est-ce que tu veux partager, Barbie?
Vous me promettez? Non, attends, vas-y, commence. Bah, je réfléchis, je suis en train de réfléchir. Vas-y, réfléchis. Non, mais moi, justement, j'allais juste dire que moi, je l'ai pas trop ressenti dans ma troupe parce qu'on est vraiment une troupe. On est deux femmes, deux hommes. Et on est plutôt assez. Je sais pas comment dire, il y a une forme d'égalité entre nous quand même assez forte. Donc moi, je l'ai pas trop ressenti avec eux. Par contre, je l'ai plus ressenti moi. Moi aussi, je découvre pas mal de choses sur le sujet de l'inégalité. Moi, ça fait pas très longtemps non plus, pour le coup, que je m'y intéresse. Ça fait 1 an et demi, 2 ans, enfin que je m'y intéresse. En tout cas, j'ai fait des recherches sur ce sujet, donc c'est assez jeune pour moi quand même. Et à partir du moment où j'ai fait des recherches, je me suis rendu compte à quel point on faisait toujours les mêmes rôles, et moi inclus, je suis toujours la petite copine d'eux. Et ça, je m'en suis rendu compte après, et je sais que je peux encore le faire, et que c'est pas évident d'en sortir pour ma part en scène. Hein. Là, je parle en tant que comédienne. J'essaye d'y faire attention, et je le vois énormément dans les autres troupes aussi. Bah, moi, je me suis beaucoup posé la question parce que forcément, je suis dans une troupe, j'étais dans une troupe qu'avec des mecs. En fait, ce qui est intéressant dans ce que tu racontes, Barbie, c'est qu'il y a le côté, les valeurs féminines, mais qui peuvent être portées par les hommes comme par les femmes. Par exemple, de l'entraide, de l'écoute, tout ça. Moi, je sais que dans ma troupe, on tendait vers ça énormément. Même dans notre manière de nous organiser, de travailler ensemble, parce qu'il y a la scène, mais il y a tout l'à côté aussi. Et que moi, j'ai retrouvé dans ma troupe beaucoup d'écoute, beaucoup d'entraide, beaucoup de partage d'émotions aussi, qui faisait que je me sentais pas non plus dans un monde viriliste ou le masculin toxique, quoi. Donc, en tout cas, c'est pas du tout comme ça que je qualifie mes partenaires de scène. Je sais que je me suis posé la question, mais j'avoue, j'ai pas la réponse sur l'apport de l'émotion dans le jeu de scène. Moi, pendant un moment, je trouvais que ça manquait d'espace où on pouvait jouer de l'émotion. Et je me rends compte que ceux qui portaient plus cette couleur-là dans notre troupe, c'était justement des personnes qui avaient plus de liens avec leur sensibilité, plus facilement en parler. Enfin, et du coup, ça m'a posé des questions là-dessus sur qu'est-ce qu'on transmet en fait, qu'est-ce qu'on joue. Selon notre genre, mais je suis pas allée au bout de la théorie, hein, bien entendu. Et je serais ravie de répondre à cette question peut-être dans les prochains mois, prochaines années, en testant peut-être de jouer avec des femmes, parce que peut-être que mon regard va changer ou peut-être que j'aurai un peu de recul parce que finalement, ces dernières années, je n'ai joué qu'avec des hommes. Alors peut-être qu'il y a un truc qui va faire tilt et je reviendrai vers toi avec une réponse bien plus concrète. Mais pour l'instant, je dirais juste effectivement cette réponse sur l'émotionnel, et effectivement, je rejoins Barbara sur les rôles que tu peux jouer. Moi, je jouais souvent le rôle de la mère un peu castratrice. Donc voilà. Pour en avoir beaucoup discuté avec d'autres personnes, des improvisatrices ou même dans ce podcast, les notions de sensibilité, de communication, d'écoute dont vous parlez, finalement, ça se retrouve beaucoup dans la recherche des gens quand ils commencent à faire de l'improvisation, se retrouver dans un contexte où, comme vous l'avez mentionné, on n'est plus dans le jugement des autres. Souvent, le jugement des autres, c'est aussi le jugement de soi-même. Se retrouver en confiance et en sécurité dans ces espaces-là, que ce soit en tant que personne, en tant qu'improvisatrice, en tant que femme, en tant que n'importe quoi, dans la façon dont on se définit. Et au final, avec ces conditions-là, on peut, selon moi, puis pour l'avoir expérimenté moi-même, utiliser l'improvisation comme ce levier-là de boost de confiance et d'estime personnelle. Carrément. Surtout que, tu vois, la confiance et l'estime, ça se construit par des micro-preuves. Ce que me disait ma formatrice coach la semaine dernière en séminaire, c'est tu sais que tu es sur le bon chemin et que tu es en train de booster ta confiance parce que tu as des preuves que tu te fais confiance. Et l'impro permet ça parce que très rapidement, tu prends la parole, tu joues un rôle, tu fais des choses. Donc, tu te prouves très rapidement que tu es capable, à l'échelle d'un jeu et dans un petit pas, de te faire plus confiance qu'hier. Donc, je pense que c'est ça la vraie force de l'impro, c'est que la preuve, tu l'as immédiatement, quoi. Putain, c'est trop beau ce que tu viens de dire, on va l'enregistrer.
Je suis tout à fait d'accord. J'aime énormément cette notion de preuve, de micro-preuve, en effet. Ça résume excellemment bien la démarche de l'improvisation. Donc, quelle meilleure façon que de conclure cette fabuleuse discussion. Merci beaucoup, Elsa. Merci beaucoup, Barbara, pour vos partages et vos expériences. C'était extrêmement enrichissant. Moi-même, j'ai encore beaucoup appris, donc j'espère que ça pourra bénéficier à d'autres. J'espère que tout se passe bien de votre côté de l'Atlantique. Avec un peu de chance, j'espère qu'on aura l'occasion de se recroiser. Donc, merci beaucoup à vous deux. Merci Armand. Merci Armand. Impro Blabla est un podcast proposé par les membres de la Rocambolesque. Retrouvez toutes les éditions sur rocambolesque.ca/improblabla ainsi que sur votre plateforme de podcast dédiée. Vous pouvez vous aussi faire partie de la discussion en nous rejoignant sur la page Facebook de la Rocambolesque, improvisation traditionnelle et expérimentale.